Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur France 3 Bretagne pour vivre en direct avec nous cette première étape du Tour de l'Avenir 2017. Une 56e édition qui a eu la bonne idée de prendre son envol depuis la Bretagne. Nous sommes à Loudéac, il fait beau, 20 degrés. C'est un temps à faire du vélo. Lilian Gégou, notre consultant qui nous rejoint et qui va nous apporter tout au long de cet après-midi son expertise. Bonjour Lilian. Bonjour. Alors on a quand même de la chance parce que sur ce Tour de l'Avenir qui commence en fanfare, on a une échappée royale qui s'est dessinée dès les premiers kilomètres. Ouais, c'est ça, une échappée avec 11 coureurs et on voit bien à l'antenne avec un coureur, notamment un coureur breton, Alan Rioux, et puis exactement aussi deux coureurs bretons qui sont eux en équipe de France, Valentin Madouas et Franck Bonamour. Et ces 11 coureurs-là ont 4 minutes d'avance à 55 km de l'arrivée. Une échappée qui roule bien, qui a une bonne cohésion. Et on va les détailler plus en détail, mais on retrouve notamment des leaders du classement général. Des gens qui ont des ambitions sur cette 56e édition du Tour de l'Avenir, effectivement. Et il y a une singularité, on l'a vu, ce maillot frappé du Triskel. C'est sans doute la première fois que le comité de Bretagne est invité à participer à ce Tour de l'Avenir qui se dispute d'abord sous les couleurs des sélections nationales. Et là, singularité pour ce départ en Bretagne, eh bien le comité de Bretagne a une équipe invitée avec d'excellents coureurs qui ont la volonté, et on le voit avec ce maillot porté par Alan Rioux, de le montrer justement, ce beau maillot floqué d'un Triskel. Donc eh bien, cette échappée qui a pris corps dès les premiers tours de roue, on va vous la détailler et vous me le disiez tout de suite, il y a vraiment des hommes forts qui ont des prétentions au classement final. Oui, voilà, ouais, c'est le Tour de l'Avenir, donc c'est une course par étape de 9 jours, enfin sur 10 jours avec une journée de repos, 9 étapes, où généralement le classement général se dégage sur les dernières étapes, puisqu'on part de Bretagne pour aller dans les Alpes, avec des cols alpestres. Et les premières étapes, c'est un peu... on ne gagne pas le Tour de l'Avenir sur les premières étapes, on le perd. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec une échappée de 4 minutes, où on retrouve d'excellents grimpeurs, forcément dans le peloton, il y a des coureurs qui vont peut-être perdre aujourd'hui le classement général du Tour de l'Avenir. Mais on voit qu'à 53 km, eh bien, le peloton réagit quand même un tant soit peu, parce que l'écart il est un peu en train de retomber. On voit que derrière, voilà, ça s'énerve. Voilà, c'était le champion du monde, le Norvégien, champion du monde espoir, qui râlait tout simplement parce que les coureurs étaient dans l'aspiration de la moto, et lui, il a un coureur norvégien, donc un coéquipier à lui, qui est devant, qui va jouer le général en la personne de Foss Tobias, et qui justement le fait il demandait à la moto de prendre un peu plus de champ pour ne pas favoriser le retour du peloton sur cette échappée. Alors vous qui nous retrouvez, qui ne connaissez pas forcément ce Tour de l'Avenir, c'est un peu l'antichambre du professionnalisme, mais il y a certains coureurs, et quand même beaucoup de coureurs au sein de ce peloton, qui sont déjà dans les rangs des professionnels. La singularité de cette épreuve, c'est qu'elle est d'abord ouverte aux coureurs de moins de 23 ans, et on a coutume de dire que c'est tout simplement le Tour de France des jeunes. Ouais, voilà, c'est des jeunes en devenir. On voit déjà à travers son palmarès où des coureurs comme Pascalino, Laurent Fignon, Marc Madiot, Mikel Indurain, Charly Mottet, ou plus récemment encore Nero Quintana, Esteban Chavez, et encore dans les dernières années où on a vu Warren Barguil qu'on a vu sur le Tour de France gagner le Tour de l'Avenir en 2012. L'année dernière, David Gaudu, qui est aujourd'hui à la Française des Jeux, qui vient de remporter la semaine dernière sa première course pro lors du Tour de l'Ain. Voilà, c'est vraiment l'antichambre. C'est là où les jeunes qui sont là pour se montrer, pour décrocher éventuellement un contrat chez les pros, même si on le dit, voilà, on peut distinguer 3 divisions chez les professionnels: le Continental Pro, Pro Tour. Et hormis les Pro Tours, les coureurs professionnels au sein des équipes Continental ou Continental Pro peuvent prétendre à participer au sein de leur sélection nationale à ce Tour de l'Avenir. Et effectivement, on distingue à peu près sur ces 140 engagés un bon tiers qui sont déjà sur le circuit professionnel. Voilà, retour sur quelques images ce matin au départ de Loudéac. Ils étaient 143 coureurs à s'élancer. Il était 12h40 quand le départ fictif a été donné sous le soleil, éternel invité de la Bretagne bien entendu, et on a vu beaucoup de gens qui encourageaient
ce peloton multicolore composé donc, je vous le rappelle, de 143 unités avec 11 hommes qui ont choisi de jouer les filles de l'air très tôt dans cette course qui aura été animée par plusieurs difficultés, notamment la côte de Ménéac. On était à ce moment-là au kilomètre 25. La côte de Collinet par la suite au kilomètre 62. Et là, justement, on a vu quelqu'un qui avait peut-être l'intention déjà ce soir de s'emparer du maillot de meilleur grimpeur. On a vu que Valentin Madouas a répondu tout de suite au sprint. Bah oui, c'est vrai qu'il est présent dans l'échappée et c'est l'occasion aussi de porter un maillot distinctif sur cette course. Et éventuellement, ça peut être... C'est vrai que sur le classement général, Valentin, il espère un top 10. Accéder, contrairement aux années passées où l'équipe de France avait un vrai leader. C'est vrai que cette année l'équipe de France n'a pas ce coureur, ce pur grimpeur pour pouvoir gagner le Tour de l'Avenir. Donc éventuellement ça peut être ce maillot de meilleur grimpeur, ça peut être le fil conducteur de l'équipe de France à travers Valentin Madouas. Et dès aujourd'hui il a tenu à aller chercher les premiers points pour pouvoir monter sur le podium et enfiler ce maillot blanc à pois rouge demain sur la deuxième étape. D'ailleurs, si vous étiez au rendez-vous de notre journal de la mi-journée, vous l'avez entendu, Valentin Madouas, il était animé de véritables ambitions. Il annonçait clairement la couleur avec l'envie de briller sur cette terre bretonne. Valentin Madouas, on le sait, c'est un sérieux coureur, quelqu'un qui a été l'an dernier champion de France amateur et qui a confirmé, puisque désormais il est passé de l'autre côté chez les professionnels au sein de la FDJ qu'il va rejoindre dès la rentrée prochaine. Alors qu'il a déjà rejoint, puisque depuis le 1er août, il est stagiaire. Ouais, il a commencé sur le Tour de l'Ain. C'est-à-dire qu'en fait, il fait quelques piges au sein de l'équipe française des Jeux et ça lui permet justement de faire une transition tranquillement sur dans les 3 derniers mois de la saison, en alterner justement les courses entre les courses professionnelles, les courses amateurs et les courses en sélection nationale. Puisque après ce Tour de l'Avenir, logiquement, si tout se passe bien, il devrait aussi être en sélection en équipe de France pour participer aux championnats du monde qui ont lieu à Norvège courant septembre. Alors à plus de 50 km de l'arrivée, ce groupe-là a encore 3,15 d'avance sur le peloton qui a tardé quand même à réagir, mais on sent bien que compte tenu de la composition de ce groupe qui s'est porté à l'avant, ça peut-être aller au bout. Alors ça peut peut-être aller au bout, après c'est vrai que 3 minutes 15, je pense que le peloton va se rapprocher. Maintenant, on le sait par les années passées, le Tour de l'Avenir se joue généralement à la seconde. Donc même avec 30, 40, 50 secondes d'avance, les prétendants à la victoire finale qui se retrouvent à l'avant auront déjà, même s'ils arrivent avec juste avec 30 secondes d'avance, auront déjà gagné leur journée. Et c'est plus ou moins ça de prix par rapport aux autres concurrents, aux autres prétendants à la victoire qui sont eux restés dans le peloton. Et dans cette échappée royale, eh bien, il n'y a pas d'Américains. On peut vous la détailler. Il y a un Hollandais, un Colombien, un Russe. Deux Colombiens, effectivement. Un Russe, un Norvégien. Et il y a 3 Français et un Allemand. Donc on a Franck Bonamour qui porte le dossard 1 avec le maillot de l'équipe de France. Valentin Madouas, le numéro 4. Et puis vous verrez également le numéro 76 d'Alan Rioux avec son maillot du comité de Bretagne. Ça concerne les hommes qui sont à l'avant. Et parmi ces gens qui ont pris la fuite dès ce matin, eh bien, il y a un Colombien qui pourrait être un client pour la victoire finale. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est Bernal Gomez qui fait partie des prétendants. Tout le monde s'accordait à dire que ce matin, il y avait à peu près 4 prétendants pour ce classement en général. Et donc Bernal Gomez Egan en fait déjà partie. Il a gagné le Tour de Savoie. Il fait partie de l'équipe Pro Andrioni, une équipe italienne. Et c'est vrai qu'il est là, lui, pas pour se montrer, mais plus pour confirmer. Et donc aujourd'hui, il se retrouve à l'avant, notamment avec le russe Pavel Sivakov. Alexis, c'était son père qui était pro aussi, mais dans les années passées chez Aubert 93. Et qui lui, tout simplement gagné quasiment les 3 plus grosses courses, hormis le Tour de l'Avenir. Il a gagné les 3 plus grosses courses amateurs, à savoir le Baby Giro, le Petit Tour d'Italie, le Tour du Val d'Aoste et la Ronde de l'Isère. Pour moi, Pavel Sivakov, ça fait partie de mon favori de cette course. Et il se retrouve à l'avant,
il l'a dit tout à l'heure sur le podium, c'était sa course de reprise. Et ben voilà, il a su montrer que pour sa course de reprise, et dès le début de la course, il a su se mettre dans le rythme. Alors Pavel Sivakov, vous me disiez, c'est vraiment un profil particulier ce garçon. C'est vrai que c'est un coureur qui a quelque chose de plus, hein. C'est un Russe qui n'a jamais vécu en Russie. Comme je vous le disais, son père était pro dans une équipe française. Moi, j'ai également couru avec lui. Et il a grandi en France. Il habite dans le sud de la France, près de Lannemezan. Et il a fait toute sa scolarité en France. Il parle parfaitement le français. Il a appris le russe uniquement avec ses parents. Et il court au sein de l'équipe réserve BMC Développement. Et donc il n'est que il est très rarement au sein de la sélection russe. Et c'est un coureur en devenir qui est énormément courtisé, notamment par l'équipe Sky, qui n'a pas pris sa décision. Et justement, il attend de voir comment vont évoluer les choses. Il va forcément signer un contrat professionnel, mais ça fait partie des coureurs qui sont très convoités au sein de ce peloton. Ils sont 4-5 qui ont des offres. Si certains attendent une offre, lui, ils ont une panel, c'est à eux de choisir. Et je pense que par le futur, on entendra parler de Pavel Sivakov. On le voit, la course est peut-être en train de s'animer. Le peloton temporise un peu parce qu'on vient de passer la zone de ravitaillement, vous l'avez peut-être remarqué, mais en tout cas au niveau du compteur, on le voit aussi. L'écart se réduit, 3,09 d'avance désormais pour les 11 qui sont devant et qui vont tenter, bien sûr, de revenir vers l'Oudéac, parce que cette première étape, c'est une boucle autour de l'Oudéac, environ 140 km, et il y a fatalement un petit peu de dénivelé. On n'est pas encore en montagne, on n'y est pas encore, mais c'est surtout en montagne que ça va se jouer pour le classement général. Mais malgré tout, il y a quelques bosses, il faut savoir les passer, et on a vu que tout à l'heure, Valentin Madois, c'était plutôt à son aise dès que la route avait tendance à s'élever. Voilà, 3,07, c'est vrai que le peloton va forcément revenir, va grappiller. Mais devant, si les coureurs qui se retrouvent à l'avant conservent une certaine cohésion, il n'y a pas de raison qu'ils se fassent reprendre par le peloton. On voit que derrière, par contre, le peloton est en file indienne à pleine vitesse. On a vu, on a vu en antenne les équipes belges qui se mettent à rouler, les équipes australiennes avec notamment leur leader Lucas Hamilton, qui n'est pas dans cette échappée-là, qui faisait partie des favoris de la course, qui se fait piéger. On a senti les Américains aussi, pas mal agacés, qui étaient un peu au commandement aussi, parce qu'ils n'ont personne devant, et fatalement, c'est un peu à eux de faire le métier derrière. C'est forcément, quand vous êtes directeur sportif, vous êtes dans votre voiture et que vous avez 11 coureurs qui se retrouvent échappés à l'avant et que vous n'avez pas un coureur de votre équipe, vous remontez un peu les bretelles à vos coureurs et vous leur dites écoutez les gars, maintenant c'est à vous de faire le boulot, vous n'avez pas pu aller sauter dans l'échappée, même si on sait que, comme vous l'avez dit, le dénivelé du centre Bretagne est assez important. C'était pas forcément une échappée qui s'est faite à la pédale, mais c'est une question de placement. On a vu, il y a des équipes peut-être plus motivés ou qui croyaient plus avec l'équipe de France et la Colombie, qui ont réussi à placer 2 coureurs, alors que certaines équipes, évidemment l'Australie, on a vu les Belges comme grosse équipe, les USA, les Anglais, les Italiens, sont des grosses formations qui n'ont aucun coureur à l'avant et qu'on a vu à tour de rôle rouler à l'avant du peloton pour essayer de revenir. On voit l'écart diminue, mais 3 minutes, on perd très peu de secondes et on voit bien qu'à l'avant, tous les coureurs roulent, excepté le coureur irlandais, qui n'est pas forcément, lui aujourd'hui, il va viser uniquement l'étape. Il ne fait pas partie des favoris, il sait que ses conditions, ses capacités vont être limitées en montagne, et donc il se retrouve dans une échappée qui peut aller jouer la gagne. Et je pense que pour l'équipe irlandaise, si jamais ils accrochaient une première étape aujourd'hui, ils ont leur tour de l'avenir et quasiment gagné. Voilà, c'est à peu près la même logique, je pense, pour l'équipe d'Allemagne, qui elle l'a annoncé d'entrée, ne jouera pas le général, mais voudrait bien s'imposer sur les 6 premières étapes. Ils ont des sprinteurs pour ça. Il y a vraiment une école du sprint en Allemagne, et les jeunes qui se sont alignés sur ce Tour de l'avenir nourrissent quelques ambitions, notamment aujourd'hui avec Georges Zimmermann, qui fait partie de l'échappée du jour. Alors là, il y a à peu près 3 configurations d'équipe sur son Tour de l'avenir.
Il y a des équipes qui ont un leader pour gagner le Tour d'Avenir. Il y a des équipes qui ont un sprinter pour gagner des étapes sur le Tour d'Avenir. Et il y a des équipes qui n'ont pas forcément de leader, pas forcément de sprinter, donc qui vont essayer de se glisser dans les échappées. Et c'est un peu à l'image de l'équipe de France, où on n'a pas un super sprinter, on n'a pas un super grimpeur, mais on a des super coureurs. On a vu 2 coureurs à l'avant. L'équipe bretonne, c'est à peu près la même configuration. Et donc ils ont pu saisir leur course et aujourd'hui, ils peuvent faire mouche. Et là, on voit que ça tombe sous les 3 minutes, l'écart avec le peloton. Ça veut dire que derrière, ça roule et que devant, ça cale un peu. Ça roule aussi, mais on regardait bien, on voit qu'il y a des trous, il y a des coureurs qui sont déjà fatigués. Et il n'y a pas une réelle cohésion au sein du peloton. 3 coureurs qui roulent devant. Derrière, il y a un coureur qui a fait une cassure. C'est encore un peu décousu. On voit bien là que c'est du semi-professionnalisme où les coureurs ne sont pas forcément habitués à rouler avec autant d'implication ou à rouler entre plusieurs équipes, et qu'il y a des petites erreurs qui sont commises alors que le peloton doit rester compact et pour justement essayer d'aller grappiller des secondes supplémentaires pour revenir sur l'échappée. Et quand on court en équipe de 6, fatalement la course est plus décousue, plus nerveuse, c'est difficile d'appliquer au cordeau une véritable stratégie. C'est vrai que 6 coureurs, si vous enlevez un leader, un sprinter, il vous faut 4 coéquipiers. On a bien vu, l'équipe d'Australie avait déjà un coéquipier qui s'est écarté. Je pense qu'il a déjà tout donné sur cette première étape. Donc généralement sur ce genre de course à 6 coureurs, quand vous courez, le briefing au départ, c'est surtout ne pas se faire avoir, car il est vraiment difficile de retourner la situation. Et là on voit bien, regardez, les coureurs ont 3 minutes d'écart. Les 2 coureurs qui se retrouvent à l'avant, eux roulaient pour ramener le peloton, ça ne suit pas derrière, c'est décousu, l'entente n'est pas franche. Et ça a le don d'agacer, même si on voit que le chrono descend. Ouais, le chrono descend quand même, ça veut dire que devant ça temporise un peu. C'est pas aussi efficace que ça devrait l'être. Ouais, mais peut-être que devant on temporise un peu pour se refaire un petit peu la cerise avant l'emballage final. À 44 km de l'arrivée. On finit sur un circuit, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que ça va rouler très fort à mon avis sur la fin de course. Les 24 derniers kilomètres vont être certainement très animés. Mais on voit qu'à l'avant, les coureurs sont encore à fond. Ouais. Ils roulent parfaitement les uns derrière les autres. On voit que ça roule vite. Et tout le monde a l'air passer son relais, excepté le coureur irlandais avec son maillot vert qui, lui, effectivement, aujourd'hui ne va chercher qu'à gagner l'étape. Et les autres coureurs, les 10 autres qui l'accompagnent le savent. Donc eux, ils sont là pour jouer le général, lui pour l'étape. Il n'y a pas de problème. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des Bretons qui sont dans la bataille et qui ont envie de se montrer et surtout de bien faire sur cette première étape. C'est vrai qu'avant le départ, j'ai discuté avec Gaël Bellec, qui est le directeur sportif de cette sélection de Bretagne, et qui me disait nous les coureurs sont là pour apprendre. Et on va essayer, il me parlait des 20 premiers kilomètres où justement il y avait un des premiers grimpeurs, la côte de Ménéac. Il disait qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Et après, si on peut mettre 1 ou 2 coureurs à l'avant, on va essayer de le faire éventuellement. Et puis si après dans le final ça arrive au sprint, on a on a un sprinter en la personne de Thibaut Guernalec, qui peut emmener par Emmanuel Morin, qui peut éventuellement tirer son épingle du jeu en cas d'arrivée massive. Voilà, on découvre toute la région de l'Oudéac sous le soleil. Une région de l'Oudéac qui est devenue un petit peu le carrefour du cyclisme en Bretagne, puisque c'est là que le comité régional s'est établi. Voilà, maintenant plus de 2 ans. Un comité régional qui est très actif et qui espère voir s'élever ici au centre de la Bretagne un joli vélodrome couvert pour que on progresse encore sur piste, même si on a glané quelques titres ces derniers jours, notamment du côté des filles. On doit leur rendre hommage. Et tout ça, c'est très bien pour le vélo en Bretagne, une saine émulation, et en tout cas à la croisée des chemins au centre Bretagne à l'Oudéac, qui devient le carrefour et le creuset du cyclisme en Bretagne, avec d'ailleurs un club qui fait parler de lui, le VCP L'Oudéac, qui marche très fort. Voilà, qui deviendra l'année prochaine l'équipe réserve de la nouvelle équipe de Jérôme Pinault, puisqu'il l'a annoncé hier ici même, au sein du comité de Bretagne.
L'équipe qui portera un double nom, mais pour l'instant on ne connaît qu'un sponsor, Vital Concept. On sait déjà que ce sera le sponsor principal, une entreprise de Loudéac, Vital Concept, qui se relance pour 3 années supplémentaires aux côtés d'une toute nouvelle équipe Continental Pro avec eh bien, un grand nom hein, comme chef de file. Brian Coquard, c'est quelqu'un, il quittera à la fin de la saison Direct Energy, l'équipe de Jean-René Bernaudot, pour donc rejoindre le projet de Jérôme Pinault. Voilà, avec notamment en plus des recrues comme Johan Lebon, qui quittera lui la Française des Jeux pour rejoindre cette nouvelle équipe. Bref, un beau projet qui se met en route, qui a été dévoilé hier ici même. On a eu 15 noms et puis on sait qu'il en reste encore 5 à venir et on mise sur la jeunesse d'après ce que nous disait Jérôme Pinault. Il a une volonté de servir de marchepied à la relève du cyclisme français. Et pourquoi pas des coureurs qui se montrent aujourd'hui sur le Tour de l'Avenir, qui sait. Il y a peut-être quelques directeurs sportifs qui ont envie de faire leur marché. Hein. D'ailleurs, il y a peut-être des jeunes qui pourraient se retrouver habillés d'un nouveau maillot à la rentrée prochaine. Alors, généralement, déjà le vainqueur quasiment sûr d'être pro l'année d'après. Et puis c'est vrai que quand vous faites un top 10 ou vous gagnez une étape sur ce genre d'épreuve, bah, ça laisse pas indifférent et généralement voilà, les équipes aiment bien piocher dans les résultats de cette course pour agrandir leur effectif ou avoir de futures pépites. Vous le disiez tout à l'heure en égrénant le palmarès, hein, on se souvient en 2012 Warren Barguil qui s'était imposé. On voit aujourd'hui qu'il est capable de faire un Tour de France en revenant avec 2 étapes dans la musette et un joli maillot à pois. Plus près de nous l'an dernier, David Gaudu, le Finistérien, qui a signé cette semaine sa première victoire dans les rangs des pros. Eh bien David Gaudu l'avait emporté. Il faut être vraiment très très fort pour s'imposer sur ce Tour de l'Avenir qui est vraiment une épreuve relevée de par les gens qui y participent, parce qu'on vient du monde entier s'aligner sur cette épreuve mythique. Ouais, 23 nations qui sont représentées, des équipes comme on l'a dit, de 6 coureurs, des équipes européennes, des équipes américaine, une équipe africaine avec le Maroc, ouais, le Japon. Voilà, c'est vraiment une. Voilà, on voit ici même le podium. On remarque que voilà, c'est Nero Quintana en 2010, Yann Baeklands qui est aujourd'hui chez AG2R, Bok Mollema qu'on a vu gagner sur le Tour de France, qui avait gagné ici même en 2007. Il n'y a pas un coureur qui n'a pas gagné le Tour de l'Avenir, qui ne s'est pas montré par la suite. Et on parle de Warren Barguil qui dit moi je sors pas de. C'est vrai que pour beaucoup on l'a découvert sur le Tour de France de cette année, mais lui voilà, il a dit moi j'ai gagné le Tour de l'Avenir et c'est pas voilà, je sors pas de n'importe où, j'ai fait mes preuves avant. Et les spécialistes se souviendront que Warren Barguil avait levé les bras à 2 reprises sur le Tour d'Espagne qui s'élancera d'ailleurs demain à Nîmes, depuis la France. Et on a bien sûr une pensée pour tous nos amis espagnols qui ont été blessés dans leur chair hier à Barcelone. Voilà, 2,08, l'écart qui plafonne autour des 3 minutes, 39 km. Les coureurs vont arriver sur le circuit dans une grosse dizaine de kilomètres. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous êtes sur un circuit, ça va beaucoup plus vite, hein, il y a beaucoup plus de relances. Le peloton s'étire de plus en plus, alors que quand vous êtes sur une course en ligne, c'est vrai que le peloton est beaucoup plus compact. À partir du moment où vous êtes sur un circuit, c'est beaucoup plus difficile d'être placé, et donc ça demande des efforts supplémentaires, et ce qui induit que la vitesse augmente. Et que là on voit encore, donc là ça va être Portugal il me semble. Oui, je crois que c'est un coureur portugais effectivement, qui est à l'avant. Ou italien. Voilà, des nations qui ne sont pas représentées à l'avant, hein, qui avaient quelques prétentions sur le classement général et qui aujourd'hui risquent de perdre ces prétentions et ne pourront aller chercher que des victoires d'étape. Ouais, il faut réduire impérativement l'écart, parce que comme vous le disiez si justement, ce début de retransmission, ces premières étapes, on a tout à perdre. C'est le Tour de l'Avenir, hein. C'est vrai que des jeunes coureurs, on ne connaît pas forcément tout le monde. Généralement sur le Tour de l'Avenir, les premières étapes on ne le gagne pas, on le perd, et aujourd'hui je pense qu'un bon nombre de coureurs ont perdu le Tour de l'Avenir.
On parlait tout à l'heure du comité de Bretagne, mais il faut être juste et ne pas oublier aussi le comité Auvergne-Rhône-Alpes qui lui aussi a aligné cette année une équipe. Ça se termine dans cette région et là aussi il y a de très bons coureurs qui sont présents dans cette sélection qui est conduite par Aurélien Poyet. Et on sait la tradition des coureurs dans cette région pour notamment former d'excellents grimpeurs. En tout cas pour ces jeunes du comité Rhône-Alpes, ce sera également une très belle expérience de se frotter au gratin international. C'est vrai que le comité de Bretagne, le comité de Rhône-Alpes était venu avec ses coureurs, n'ont pas réussi eux placer de coureurs à l'avant. Bon, c'est pas une grosse formation, ils sont pas là pour gagner le Tour d'Avenir, donc on les verra pas forcément rouler à l'avant du peloton. Mais ils étaient venus avec quelques prétentions, avec deux grimpeurs. Mais je pense que dès que la route va s'élever, on risque de retrouver ces jeunes à l'avant, peut-être un peu plus à l'aise sur leur terre de prédilection. Ouais, malheureusement, voilà, aujourd'hui, ils vont débourser peut-être 2-3 minutes. Et ça sera quasiment impossible de les reprendre. Il y a forcément un coureur qui a été devant, qui sera toujours placé pour le classement général. Et donc voilà, je pense que si ça reste comme ça jusqu'à l'arrivée, dans ces 11 coureurs, on a le futur vainqueur du Tour de l'Avenir. Voilà, et on s'aperçoit qu'à Plémé, on n'a pas hésité à sortir pour encourager le peloton, encourager les échappés, participer à ce Tour de l'Avenir qui n'était pas venu en Bretagne depuis bien longtemps. Je crois que la dernière apparition du Tour de l'Avenir, en Bretagne, c'était du côté de Belle-Île. Voilà, il y a une dizaine d'années déjà. Et là on voit les Suisses qui à leur tour viennent prêter main forte. Malheureusement on voit bien, il n'y a pas une réelle cohésion à l'intérieur, devant le peloton. On voit que les nations viennent chacune leur tour rouler. Il aurait été plus judicieux de vraiment former un vrai groupe d'une dizaine de coureurs à tourner pour accélérer. Mais là on voit bien que voilà, tout à l'heure on a vu les Portugais, on a vu les Australiens, et là voilà, c'est les Suisses et les Italiens qui roulent. Donc du coup, c'est difficile d'augmenter sa vitesse, et on voit que l'écart est toujours au-dessus de 3 minutes. Et je crois que l'échappée a dû un petit moment temporiser. C'était peut-être d'ailleurs au moment du ravito, mais il y a peut-être eu un petit temps de temporisation, parce que depuis l'écart, malgré que les coureurs soient ultra motivés derrière, on voit que l'écart il plafonne toujours autour des 3 minutes. Après, quand vous êtes échappé, 36 km de l'arrivée, 3 minutes, je pense qu'il y a certains coureurs qui maintenant ils savent que la gagne, du moins l'échappée, ça va être la bonne échappée. Et donc ils commencent à penser un peu plus stratégique. Maintenant on ne cherche plus à agrandir son écart avec le peloton. On sait qu'au pire des cas, on va arriver au moins avec 1 minute d'avance. Maintenant les coureurs à l'avant forcément vont commencer à s'observer pour essayer de gagner l'étape. On vous l'a dit, 2 coureurs colombiens, 2 coureurs français, notamment les Français qui n'ont pas forcément le vainqueur potentiel sur ce Tour de l'Avenir, qui vont essayer de jouer l'étape aujourd'hui. Maintenant si après à l'arrivée ils se retrouvent placés, tant mieux. Mais avant tout l'équipe de France est venue là pour chercher des étapes. Et Franck Bonamour et Tristan Valentin vont essayer d'appliquer cette consigne. Alors que les caméras d'Anthony Forestier nous avaient permis de découvrir la carrière de Saint-Lubin à Plumet. Ils ont tous envie de faire carrière, hein. Tous. Les 143 qui étaient au départ. Hein. Voilà, on voit Bernal, le dernier, le Colombien, là, le dernier de l'échappée, qui lui étape aujourd'hui. Il va la mettre de côté, hein. Il va essayer de creuser un maximum, de surveiller Pavel Sivakov, qui fait partie des prétendants également, qui est échappé avec lui. On voit Valentin Madouas qui est depuis un moment vraiment à l'arrière, hein, qui boucle bien cette échappée, qui surveille son monde. Je pense que il est chez lui, il est en Bretagne, comme les 2 autres Français, hein, qui sont aussi bretons. Il a une très forte envie de scorer, il nous le disait ce midi quand on l'a rencontré, il a une très forte envie de s'imposer aujourd'hui ou peut-être demain, voire les 2, pourquoi pas. C'est sûr que s'il gagnait aujourd'hui, ça lui enlèverait un poids et ça le libérerait pour la suite. Et je pense que l'équipe de France est attendue, hein. On l'a dit, elle a gagné l'année dernière, elle a gagné en 2012 avec Warren Barguil. On s'attend toujours à ce qu'elle fasse un résultat. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à placer 2 coureurs à l'avant.
Je pense que s'il y a une étape à accrocher, c'est bien celle-ci. Pas sûr qu'en n'ayant pas non plus le super sprinter, pas sûr qu'elle peut gagner d'autres étapes. Donc voilà, ils ont une occasion, faut pas la gâcher. Une bonne entame, ça marque les esprits, vous Lilian qui avez été professionnel. En général, quand on est sur un tour comme celui-là et qu'on débute fort, ça marque les esprits. C'est sûr qu'à partir du moment où vous prenez votre tour à l'envers, c'est toujours difficile d'aller chercher. Voilà, on se met toujours la pression et quand vous arrivez à gagner dès votre première étape, vous enlevez déjà un poids et des fois, voilà, c'est ce qui vous sourit sur les étapes qui suivent. Là, on voit bien les coureurs, les Australiens et les Américains qui suivent. Voilà, eux, ils sont obligés de rouler. Ils savent qu'ils roulent pour rien quasiment parce qu'ils sont juste là pour réduire l'écart. C'est ce qu'on appelle les alliances de circonstances. Ils sont là pour effectivement boucher le trou et éviter que leur leader soit en perdition au classement général avec, sur cette première étape, eh bien, trop de retard. 3 minutes à 35 km de l'arrivée sur 11 coureurs, c'est quasiment impossible. Donc là, ils vont rouler pour réduire l'écart, mais ils n'ont même pas la victoire d'étape au bout pour les récompenser. Donc c'est des efforts pour rien, tout simplement. Alors que l'avant, les hommes qui ont fait des efforts, forcément, font des efforts en plus par rapport aux leaders qui sont restés au chaud dans le peloton. Mais ils vont arriver, alors peut-être avec une victoire d'étape, mais surtout avec des secondes, voire des minutes d'avance sur le général. Et ces secondes ou minutes seront difficiles à reprendre par leurs concurrents. En tout cas, je ne pense pas que dans ce groupe de 11, il y ait une tentation à s'observer parce que là, on est vraiment à l'entame. C'est le début de ce Tour de l'Avenir. Les cartes n'ont pas encore été distribuées. On ne peut pas dire qu'il y a une stratégie sinon celle de creuser l'écart. Non, c'est voilà, 3 minutes, je vous dis tout à l'heure. Généralement, le Tour de l'Avenir, il se joue à la seconde. Donc maintenant, ils ont suffisamment de temps d'avance pour assurer le coup. Ça sert à rien non plus de tout donner le premier jour. Ils ont 8 étapes qui suivent derrière. Il faut gérer. Aujourd'hui, voilà, on l'a vu à l'avant, hein, ça se regardait pas non plus. Ça roulait pas extrêmement vite. Mais il y en avait une certaine cohésion. L'échappée était en file indienne dans la descente. On n'avait pas l'air de s'observer. Et puis avec les Colombiens qui sont deux, il y aura toujours donc le coéquipier de Bernal, en la personne de Martinez, Daniel, qui lui aussi est professionnel. Hein, il court dans l'équipe Willier Triestra Salitalia, qui a participé au Tour d'Italie cette année, au Tour d'Italie de 3 semaines, suit avec les professionnels. Et donc voilà, on sait que c'est un coureur qui est à la caisse et qui va forcément tirer des bouts droits pour amener son leader avec de l'avance à l'arrivée. Alors parmi toutes ces équipes qui sont engagées sur cette 56e édition, il y a vraiment, on peut dire, de sérieux clients. On a parlé tout à l'heure de l'Australie, on a parlé également de la Colombie, mais il y a aussi des prétentions du côté des Danois qui ont été particulièrement efficaces sur le récent Crest-Brez Elite. On peut le dire, ils ont fait le podium complet. C'est des gens qui ont une vraie science de la course, des vrais coureurs punchers. On peut s'attendre à de belles réactions danoises sur ce Tour de l'Avenir. C'est vrai qu'ils sont aujourd'hui en Bretagne. Ils courent le Tour de l'Avenir aujourd'hui en Bretagne. On a les 2 premiers du Crest-Brez Elite qui a lieu il y a quelques semaines ici même. Donc ils ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner sur un terrain vallonné. Après, gagner le Tour de l'Avenir sur leur montagne, ça va être difficile. Mais ils sont là pour gagner des étapes. Et ils ont des bons coureurs. Ils en ont placé un à l'avant, Casper Asgreen, qui est un bon rouleur, champion d'Europe de contre-la-montre cette année, et qui va être là pour essayer d'accrocher une première victoire pour sa sélection nationale. Mais le jeune Jonas Wisley, qui s'était imposé sur ce Crest-Brez Elite à seulement 20 ans, a montré véritablement que c'était un jeune bourré de talent et capable vraiment de véritables exploits dès que la route s'élève. En tout cas, ce jeune garçon a un avenir très prometteur, et Dieu sait si l'épreuve chère à Alain Bagnel était très très relevée cette année. Il y avait véritablement une très très forte concurrence au départ de ce merveilleux Crest-Brez Elite, qui est vraiment une course admirable du milieu d'été en centre-Bretagne, et il y a eu énormément de monde à suivre les évolutions des coureurs, avec un final qui a été merveilleux, comme chaque année d'ailleurs, parce que ça se joue souvent dans cette ultime étape. C'est un parcours très relevé que ce Crest-Brez Elite. C'est un parcours de puncher, hein, pas de pur grimpeur mais de puncher. C'est vrai que les Danois ont une forte équipe de punchers
qui sont là. Voilà, c'est des terrains aujourd'hui ou même demain à Bignan avec une arrivée qui sera beaucoup plus difficile en faux plat montant. Et des coureurs danois notamment comme Kasper Pedersen, un sprinter champion d'Europe route, contrairement à son coéquipier qui est à l'avant, qui lui est champion d'Europe chrono, et qui ont à cœur de montrer toute leur explosivité en force dans le faux plat montant de l'arrivée de demain, qui est aussi diffusé sur France 3 Bretagne. Pas d'équipe italienne, pas de représentants italiens à l'avant, pas de représentants anglais non plus. Ça fait partie des équipes qui ont été piégées. Ah, c'est des nations qui n'ont pas su prendre la course par le bon bout. C'est vrai que quand vous faites, c'est vrai que c'est une course qui est longue, hein. C'est la plus longue course amateur, 9 étapes. Généralement les courses comme Tour de Bretagne, c'est 7-8 étapes. La 9 étapes, c'est c'est une des plus longues courses semi-amateurs, parce qu'on vous l'a dit, il y a quelques coureurs professionnels au départ aujourd'hui. C'était peut-être des coureurs qui étaient un peu plus sur la défensive et qui n'ont pas voulu aller se jeter directement dans la bataille. Malheureusement, ça leur a joué des tours. Et c'est généralement comme ça la première étape, c'est que derrière, il y a des rooms, c'est un room d'observation où les équipes qui sont piégées se regardent, s'observent. À partir du moment où on commence à rouler dès le premier jour, vous montrez vos ambitions. Ouais. Et donc il va falloir rouler les 8 autres jours. Donc vous attendez souvent le dernier moment dans la course par étape pour montrer que vous avez de réelles ambitions. Malheureusement, l'échapper après plus de 4 minutes. Et beaucoup d'équipes qui sont là aussi pour apprendre, pour engranger un peu de la confiance aussi. On voit les Japonais qui auront, on le sait sans doute, des difficultés à jouer les premiers rôles. C'est vrai que oui, effectivement, 23 équipes, on voit bien. Là, il y a à peu près 5-6 équipes qui roulent. On les voit, les Américains, les Anglais, les Australiens, les Belges, les Italiens. Voilà, c'est les grosses nations européennes qui roulent, qui essaient de boucher le trou. On voit que ça descend petit à petit, mais voilà, on est encore à 2 minutes 25. Et alors que des équipes qu'on voit, qu'on a très peu vues à l'écran, le Japon effectivement, la Pologne, le Maroc, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, c'est des nations, allez, sans négliger, c'est des nations mineures qui n'ont pas forcément de grosses cartes dans leur coureurs, et donc qui sont plus là pour observer et de profiter des circonstances. Et on le voit à l'arrière, du côté du peloton, eh bien on voit que les Australiens sont à la manœuvre avec les Américains aussi, ils ont envie de bien faire. Voilà, et là on voit les deux prétendants, Bernal qui est en tête de l'échappée, et Pavel Sivakov. Voilà, ces coureurs-là, eux vont tout le temps rouler. Ils vont pas se regarder, ils sont pas là pour gagner l'étape aujourd'hui, ils sont là pour prendre un maximum de temps. Et si quelques coureurs sautent leur relais, ils vont être là pour relancer l'échappée, pour garder toujours une certaine dynamique, pour pas que leur écart dégringole de trop. On voit 2 minutes 22. Voilà, l'écart commence à diminuer, à passer sous la barre des 2 minutes. Je vous dis, même 30 secondes de gagner, même 20 secondes, ça sera toujours du bonus pour les hommes à l'avant qui visent le général. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on va arriver très prochainement sur le circuit? C'est sûr que l'écart là risque quand même de retomber, parce que c'est une autre course qui va commencer. Là c'est effectivement, on a bien vu l'écart qui est à 2 minutes 15, 2 minutes 17. Donc là c'est les équipes qui cherchent à jouer le général qui roulent. Et puis à 20-15 km de l'arrivée, si l'écart descend sous la minute, là on va avoir des équipes qui ne sont pas là pour jouer le général, mais pour jouer les victoires d'étape. Donc on a parlé, l'équipe de Norvège, l'équipe de Pologne qui a de très bons sprinters. Et donc ces équipes de sprinters vont prendre le relais face aux équipes qui viennent jouer le général. Et ça peut donner un nouveau souffle au peloton. Et on voit l'avant, voilà, c'est un peu moins les échappées. Là, on voit bien que ça se regarde un peu plus. On voit que toujours le coureur colombien, Bernal, essaie d'accélérer pour redonner un peu une nouvelle vitesse. C'est vrai qu'on voit que des coureurs derrière mettent des trous. On commence à avoir une moins bonne cohésion au sein de l'échappée.
On se regarde, très certainement on se regarde, et puis on mettra peut-être certainement un peu moins d'intensité dans les relais, mais ce n'est que normal, c'est la course. Alors on se regarde après, il faut savoir, comme on l'a dit, hein, on est sur un mix de coureurs professionnels, de coureurs amateurs, et donc forcément l'échappée d'aujourd'hui, voilà, ils vont arriver avec plus d'une centaine de kilomètres d'échappée, et maintenant voilà, sur les 11 coureurs, il y en a certains qui commencent à un peu voir mal aux jambes. Enfin, on roule quand même à 50 km/h là, on avait l'indication tout de suite, ça reste quand même un bon tempo. Ouais, ça reste un bon tempo, mais on voit que la différence de niveau va s'accentuer lorsqu'on s'approche de l'arrivée. Et donc les coureurs qui veulent jouer général, ils vont essayer de donner une nouvelle impulsion. Et quoi de mieux que de casser cette échappée, de repartir à 5-6 pour redonner de la vitesse et se délester des coureurs qui sont un peu plus dans le dur. En tout cas, on le voit à l'arrière, ça réagit par à coup. On voit que le peloton s'étire régulièrement, que ça s'entend pas forcément, qu'il y a de multiples cassures. C'est difficile de réduire l'écart dans des conditions comme celle-là. Ça énerve souvent, c'est vrai, quand vous roulez derrière et que des coureurs laissent des trous ou n'arrivent pas à suivre. Ça a tendance à vous énerver, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Mais ceci dit, voilà, l'écart diminue progressivement. Mais on voit bien que l'échappée, là, ici même, garde une certaine homogénéité. Et plus elle sera homogène, moins il y aura de temps mort, plus elle aura de chance d'aller au bout. Et il y a beaucoup de monde déjà qui se sont massés sur la ligne d'arrivée à l'Oudéa, qui a une impatience à voir arriver les coureurs qui feront 3 passages avant que soit jugée l'arrivée. Une arrivée qui devrait intervenir vers 15h, on va dire 15h50 à peu près. Bon, espérons-le, parce que c'est vrai qu'on doit en antenne à 16h. Non, mais les coureurs ont roulé relativement vite. On a vu un bon tempo. Je pense qu'on aura le temps de voir l'arrivée. Et surtout que plus on va arriver de l'arrivée, justement, plus ça va rouler vite. Donc là, 27 km, c'est vrai que quarantaine de minutes, ça devrait être faisable. Et là, on voit encore les Anglais qui prennent le relais. Alors que là, c'est Franck Bonamour qui roule. Et on voit bien, voilà, l'Irlandais qui ne roulait pas tout à l'heure a bien compris qu'il fallait redonner un petit coup pour assurer la victoire. Franck Bonamour, on peut le rappeler, hein, qui est dans une équipe professionnelle. Dans l'équipe Fortineo Oscaro. Qui avait été particulièrement brillant sur l'avant-dernier Tour de Bretagne. Ce sont des courses qui lui convient, il est encore, c'est un coureur encore jeune. Il est pro depuis cette année, et c'est vrai que je pense qu'il lui faut un peu de temps pour pouvoir s'affirmer. Oui, c'est un coureur qui a une véritable intelligence de course, voilà, et qui est vraiment appliqué, dur au mal. Franck Bonamour. Et des coureurs comme Elie Gesbert, qui fait partie de la même équipe qu'eux, voilà, ont plus de prédisposition à percer relativement tôt, puisqu'il est passé pro cette année. On l'a vu sur le Tour de France. On l'a vu notamment très avenant la dernière semaine. Et il est aujourd'hui leader du Tour de Limousin. Espérons-le qu'il gagne ce Tour du Limousin qui se termine aujourd'hui même dans les routes du Limoges. Qui a seulement 22 ans. Et peut-être en passe de gagner un grand tour par étape. Il lui reste 4 petites secondes d'avance. Il a beaucoup bataillé pour préserver son petit avantage. Et Elie Gesbert est peut-être en train de signer sa première victoire d'un grand tour. 4 secondes, c'est pas beaucoup, hein, mais vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Et voilà, des fois, ça sert à rien de gagner avec 30 secondes. En tout cas, il s'est emparé du maillot avec la manière. Sur la première étape, en gagnant en solitaire, Elie Gesbert, il a marqué les esprits pendant le Tour de France et il a confirmé après. Bravo Elie. Voilà, c'était sa course de reprise après le Tour de France. Il avait coupé 3 semaines. Il s'est bien reposé. Il avait dû bien faire le métier, en sachant qu'il avait bien dû récupérer, ne pas trop profiter, même si c'est difficile de se retenir après 3 semaines de course. Et quand vous sortez bien d'un Tour de France, souvent ça fait mouche sur les premières courses. Et on l'a vu donc échapper tout le long de la première étape, échapper à 2, et il a s'extirper dans la bosse à Rochechouart pour gagner légèrement détaché. Il y a des coureurs aujourd'hui en selle qui sont plus vieux qu'Elie Gesbert, il faut le rappeler quand même. Oui, Elie Gesbert pouvait prétendre à prendre le départ du Tour de l'Avenir. Malheureusement non, mais
Bon, après, quand vous avez confirmé sur le Tour de France, généralement, voilà, quand vous faites un grand tour, surtout sur le Tour de France, venir sur le Tour de l'Avenir, ça n'a pas trop d'intérêt. À la limite, ça vous met de la pression, on vous met leader. Et souvent, vous avez plus à perdre qu'à gagner. Donc voilà, Lee Jesper aujourd'hui est leader du Tour du Limousin. Je pense que ça restera s'il remporte aujourd'hui une belle victoire. Première victoire par étape pour son équipe, Fortineo Oscaro. Et à l'âge de 22 ans, voilà, avoir un jeune coureur comme ça, leader dans son équipe, c'est gage d'avenir. C'est prometteur, c'est très prometteur, surtout qu'on l'a vu sur les premières classiques hivernales. Bien à son affaire, il était particulièrement inspiré dès le début de saison. On lui souhaite le meilleur et surtout de lever les bras très haut sur le podium ce soir à Eli. Et voilà, on revient à notre course où les écarts restent quasiment inchangés. On a toujours, ça diminue quand même, hein. On voit 2 minutes, 25 km. Mais je pense que voilà, si jamais l'écart diminue trop et si l'échappée sent que, enfin les coureurs dans l'échappée sentent que ça revienne de trop, il va y avoir des attaques à l'intérieur de cette échappée pour redonner un nouvel élan et garder ces quelques secondes d'avance pour pouvoir l'emporter ici même à l'Oudéac. Celui qui va s'imposer ne va pas conserver 2 minutes d'avance, on le sait déjà, mais en tout cas peut-être un petit tapis de sécurité pour affronter les prochaines journées. En tout cas, peut-être que le leader de cette première étape du Tour de l'Avenir, le leader, il est sans doute parmi ces 11. Alors le leader, oui, peut-être parmi ces 11. Après, le prétendant à la victoire, si on veut être tacticien, on a les coureurs comme Bernal qu'on a mis en évidence, les coureurs comme Pavel Sivakov ont peut-être intérêt à ne pas gagner aujourd'hui. Parce que malheureusement, s'ils gagnent aujourd'hui, ils vont se mettre déjà... Le poids de la course, ils vont devoir assumer le poids de la course. Ils vont être obligés de mettre... leurs coéquipiers au travail et voilà, c'est des efforts. Voilà, il restera 8 étapes et vaut mieux garder ses forces pour les dernières étapes s'ils veulent gagner le général. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée, on va s'engager sur ce circuit final que les coureurs vont parcourir 3 fois avant de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, les coureurs arrivent dans l'Oudéac. Voilà, déjà 2h30 de course. On va arriver un peu plus de 3 heures. Et là, il y a beaucoup d'îlots directionnels, bien entendu. Il y a beaucoup d'intersections, il y a beaucoup de relances à faire. Et en général, ce genre de circuit, ce genre de difficulté, ça profite toujours à celui qui est devant. Ah, ça profite à la relance, ça profite à l'attaque. Ça profite aussi à être lâché, malheureusement. Quand on est un peu moins bien, c'est toujours difficile de rester dans les roues quand il y a des relances sans cesse. Sur une partie en ligne, c'est beaucoup plus facile de rester dans l'inertie de son groupe ou dans le peloton. Et on voit là les échappés, toujours pareil. Hein. On voit les 2 premiers, hein, c'est eux qui font le plus gros du travail. À droite, Bernal, justement à droite le russe également, Pavel Sivakov, qui eux ont bien compris qu'aujourd'hui ils avaient tout à gagner. Et Franck Bonamour qui est à l'avant également. Alain Riou qui vont passer en tête devant leur public. Applaudis. C'est quelque chose hein, quand vous courez à domicile sur une course internationale que vous retrouvez échappé. C'est une motivation supplémentaire, c'est évident. Et je pense que gagner aujourd'hui, le vainqueur d'aujourd'hui aura quand même le double bonus à gagner l'étape et aussi à porter le maillot. Donc c'est pas négligeable. Hein. Je pense qu'on y pense. Hein. On sait qu'un cours comme Rio, il aura tout à gagner. Porter le maillot jaune, un maillot jaune, hein, c'est le maillot jaune du Tour de France puisque c'est ASO qui organise, c'est Alpes. Vélo qui organise ça sous l'égide d'ASO. Et on voit que là, on voit que Tristan Valentin qui s'agace un peu. Ah, c'est source de jeunesse, c'est ça aux autres. Et se concentrer sur son effort. Et on voit 2 nouvelles équipes qui se mettent à rouler. Hein. On voit les Hollandais et les Polonais. Les Polonais qui ne viennent pas là pour gagner le général, qui viennent là pour gagner des étapes, qui ont des extrêmement bons sprinteurs au sein de leur formation. Malheureusement, on voit que c'est encore un peu décousu, que plus un groupe, plus un peloton est tiré,
plus c'est signe de vitesse. Et on voyait bien quand vous avez plusieurs coureurs de même front. De front, ouais. C'est que généralement ça roule pas assez vite. Voilà, la poursuite a du mal à s'organiser. Elle s'organise de façon très alternative et en général, c'est pas très bon signe. Voilà, le peloton qui prend toute la place comme ça. Je peux vous dire que tout à l'heure, quand ça va arriver, ils sont tous en file indienne. Là, on voit bien que ça roule pas extrêmement vite. On s'observe. Maintenant, il reste 20 km. Il y a encore 1 minute 48 à boucher. Peut-être que le peloton a compris, là, en passant sur la ligne, que ça va être perdu, que c'est quasiment perdu. Voilà, 3 tours à couvrir. Avant de pouvoir savourer soit le podium, soit le masseur. Voilà, 1,48. On a le temps réel qui s'affiche. C'est un circuit qui fait 7 km 7. Voilà, 1,44. Et on sera bientôt à 20 km de l'arrivée. On voit tous les assistants qui sont sur la gauche qui ravitaillent leurs coureurs. On voit toutes les équipes alignées une à une. Un bidon à la main. Bon, il fait pas très chaud aujourd'hui, 20 degrés. On a du soleil. C'est pas le cas partout. Non, mais on l'a toujours, Lilian, vous le savez bien quand même. Non, mais je dis qu'elle va partout en France. C'est vrai que là, maintenant, on a eu le... Non, mais en Bretagne, il fait toujours beau. Toujours beau. Au moins une fois par jour. Parfois, c'est de nuit. Voilà, un circuit qui ressort à l'extérieur de l'Oudéac sur des routes un peu moins larges. Allez, on va rêver. Une alliance entre petits Français, quand on est 3 comme ça à l'avant, qu'on est dans une échappée de 11. Petite stratégie? C'est sûr que oui, je pense que stratégie non pas forcément, mais un pacte de non d'agressivité, on va dire. C'est-à-dire que s'il y a un Français, surtout le Breton, Alain Rioux, je pense qu'ils se connaissent en plus. C'est des coureurs qui... Alain Rioux, Tristan Valentin, voilà, c'est des coureurs, c'est des Bretons, ils ont couru depuis les jeunes générations ensemble. Même si certains sont passés pro ou d'autres vont le passer. On sait que Alain Rioux, lui, il est stagiaire au sein de l'équipe Fortuné Vital Concept avec donc il court, il porte le même maillot sur des courses avec Franck Bonamour. Tout à fait. Donc même s'ils ne sont pas sur le même maillot aujourd'hui, voilà, ils ont l'occasion de se croiser. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'alliance de circonstances, parce que ce sont des gens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui courent ensemble et qui ont peut-être certains automatismes. Ils ont tout à gagner, c'est vrai que... Bon, voilà. Mais il y a du beau monde. Moi, j'aurais tendance aussi à me méfier de l'allemand, parce que je crois que les Allemands, pas fait trop de bruit, mais je crois qu'ils ont quand même des candidats pour l'emballage final. Il est tout seul, il ne va pas compter sur un train, mais je pense que là, après plus de 100 km d'échappée, il va falloir réunir ses forces et se faire confiance à soi-même. Après, sur les 11 coureurs à l'avant, je pense qu'on a... Voilà, on peut mettre... donc on a dit Bernal, Pavel Sivakov pour le général, Tristan Valentin qui a quand même... voilà, il visait quand même un top 10, donc je pense que voilà, pour lui c'est une bonne affaire aujourd'hui d'arriver avec quelques minutes ou quelques secondes d'avance. On a aussi le coureur néerlandais Ekorn qui a de bonnes dispositions lorsque ça grimpe. Après... Kasper Asgreen, le Danois. Ouais, Kasper Asgreen, effectivement, le Danois, champion, qui est plus un rouleur, donc bon, en montagne, ça sera un peu plus difficile. Maintenant, après, on a Martinez, l'autre Colombien, qui lui grimpe bien, mais qui va lui travailler davantage pour son leader. Donc c'est vrai que après pour l'étape, il reste Franck Bonamour. Je pense que pour moi, ça peut être... voilà, il a un coéquipier et demi, on va dire, avec Valentin Madouas et puis... Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je crois que les Bretons vont avoir envie de bien faire. Et là, on ne s'engage pas trop en disant ça, mais en tout cas, ils avaient beaucoup d'envie ce matin, au départ de l'Oudéac, pour montrer le maillot et même plus ses affinités. Voilà, on voit que derrière le peloton est très étiré, et là, ça doit commencer un peu à rouler. Déjà, la sélection bretonne, le fait de se retrouver à l'avant, voilà, c'est déjà une bonne mine en avant. Ça va permettre de se montrer, voilà, d'avoir pris la course du bon côté. On sait que leurs coéquipiers derrière voilà, savent qu'ils ont un coureur à l'avant, ils n'ont pas besoin de rouler, ils n'ont pas besoin de se poser de questions.
Donc déjà, l'équipe Bretagne a déjà bien entamé ce tour de l'avenir. Après, je pense que ouais, des coureurs, effectivement, l'Allemand, le Danois, on a vu l'Irlandais, Franck Bonamour, je pense que c'est des coureurs qui vont essayer de scorer et de gagner l'étape du jour. Et on voit que Valentin Madois, c'est pratiquement systématiquement en queue de peloton. Il observe. Il prend pas trop de risques. Il suffit que je dise ça pour qu'il remonte quelques non, mais on voit, hein, tous les coureurs passent. Hein. Ouais. C'est vrai que on va parler l'Irlandais hein, qui temporise un peu, qui relance quand on lui demande, mais qui ne va pas en faire de trop. Mais on voit que les coureurs à l'avant, il reste une bonne cohésion. À partir du moment, c'est vrai que quand vous avez des formations qui ont deux équipiers, c'est toujours eux qui vont relancer, qui vont redonner de la vitesse à cette échappée. Voilà. Et là on voit bien, donc là on a un Belge qui roule et un Breton derrière, et le Breton qui est là pour casser le rythme. Voilà, il est là pour casser le rythme. Voilà, complètement. Il me semble que, je vais vous donner son nom, Breton, ça doit être Nicolas Ball. Voilà, qui est là pour casser un petit peu le... Champion d'Europe junior l'année dernière à Plumelec, et qui lui est là en deuxième position pour casser un peu les relais. Éviter les relais. Voilà, et dès que le Belge va s'écarter, bah lui il va pas rouler. Ouais. Et ça va, hop voilà, on l'a vu brièvement à l'image, mais le coureur belge s'est écarté, et lui derrière, il est resté en roue libre. Ça permet de faire perdre quelques... Il faut relancer, un peu de kilomètres heure au peloton, et derrière c'est beaucoup plus difficile à relancer, et on perd un peu de l'inertie. Voilà, une 30, 17 km. Vous l'avez jamais fait ça, Lilian, vous? Rassurez-moi. Jamais vous avez fait ça. Après, des fois, c'est pas forcément toujours bien vu au sein des équipes professionnelles. C'est vrai que quand vous roulez au sein d'un peloton pour essayer de boucher un écart, et que vous avez des coureurs qui viennent s'intercaler, qui viennent saper un peu votre travail, bon, c'est un peu énervant. Maintenant, on voit bien, il n'y a pas non plus une réelle cohésion à l'avant du peloton, donc bon, les coureurs bretons peuvent se le permettre. En tout cas, Alan Rioux, Dossard 76, aura montré le maillot, et de bien belle manière. Un très très beau maillot qui a été dessiné pour le comité régional, pour cette équipe du comité régional de Bretagne. Voilà, les coureurs qui vont arriver, qui reviennent dans l'Oudéac pour repasser une deuxième fois sur la ligne. On sera à 16 km de l'arrivée. Allez, on les entend hein, s'encourager les uns les autres. Et toujours une cohésion au sein de cette échappée. Hop là, Franck Bonamour qui passe le relais. C'est quand même assez étonnant que de tels coureurs, de tels prétendants à la victoire finale ont réussi à s'extraire de cette course très tôt. Ah, je pense que c'est un manque d'attention hein, de plus ou moins, enfin plutôt des autres formations. Hein. C'est vrai que 4 minutes, ça veut dire que derrière, il y a... Bon, faut rouler très vite pour prendre 4 minutes, mais il faut aussi rouler très lentement derrière pour laisser filer 4 minutes. Hein. On le voit généralement, hein, notamment sur le Tour de France. Les échappés prennent 3-4 minutes, c'est vraiment le peloton, c'est arrêté pour un besoin naturel. On a vraiment marqué le pas, et c'est ce qui a dû se passer derrière. Hein. C'est que derrière, aucune équipe a voulu prendre la course en main. Et là, alors qu'on on voit Pavel Sivakov qui relance. Hein. On a vu l'attaque de... Hop, ou plutôt Valentin Madois qui fait l'effort. Triste. Pavel Sivakov qui vient tout de suite chercher. Et là, on voit le coureur danois, il me semble, qui va former un trio. Le coureur, voilà, c'est l'Allemand qui fait l'effort également. Ouais. Alors, on voit que maintenant, voilà, un tour de l'arrivée, 15 km, ça va commencer à jouer la victoire. Là, il y a une sélection qui est en train de s'opérer, peut-être, à moins que derrière ça réagisse. J'ai l'impression que derrière ça revient. Ah, c'est sûr, hein, mais on sait que derrière, déjà, je pense que c'est combien qui vont faire l'effort. Voilà, on voit, il lève le bras. Voilà, ça va être Bernal qui est en tête de groupe, effectivement, et qui appelle son coéquipier, parce qu'eux sont deux. Donc c'est à eux de faire l'effort, hein. Ils sont deux dans ce groupe-là. Les autres, ils vont dire, attendez, vous êtes le général et vous êtes deux, c'est à vous de bosser. Hein. Et on voit que voilà, le deuxième Colombien va prêter main forte à son coéquipier. C'est un peu gourmand de partir comme ça, à 15 km, c'est loin. C'est quitte ou double. Après, encore une fois, mieux vaut avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Et peut-être que Valentin se sent les jambes aujourd'hui.
Et on voit que le deuxième Colombien est en train de faire l'effort pour boucher. On voit les Polonais qui viennent rouler à l'avant du groupe. On voit l'anglais là qui vient lever la main. Ça veut tout simplement dire les gars, venez prêter main forte. Et on voit que les Polonais se sont rapprochés de l'avant, ouais, effectivement. Voilà. Pour, et en deuxième position, on voit un coureur breton qui vient lui casser un peu, ses relais. Voilà le peloton. Alors, le peloton 2017 de ce Tour de l'Avenir. On voit avec les Polonais voilà, qui ont un très très bon sprinter. Et à 14 km de l'arrivée, toujours un peu plus d'une minute, 1 minute 06 d'avance pour les gens qui sont à l'avant. Voilà, la Pologne qui s'est en tête du peloton. Les 6 coureurs à l'avant pour emmener tout simplement leur sprinter Alan Banaszek, le coureur 191. Qui lui fait partie d'une équipe Continental Pro, CC Sprandi Polic. Oui, et je crois que dans cette équipe, il y en a plusieurs qui sont de la même Continental Pro. Effectivement, en fait, ils sont 3, on les voit, on les distingue, ils ont tous des vélos orange avec des chaussures orange, c'est un peu leur couleur, c'est leur couleur de maillot. Voilà, exactement, et je pense que eux, s'ils font l'effort... Ils ont l'habitude de courir ensemble, hein. Ils ont l'habitude de courir avec des grosses formations. Ils ont fait le Tour de Pologne, certains ont fait le Tour de Pologne qui est une épreuve Pro Tour. Attention qui a lieu devant. Au mois de juillet. Attention devant, et parce que là, attaque, je pense à mon avis, que... ah non, c'est encore... là, c'est Franck Bonamour. C'est Franck Bonamour qui tente de jouer les filles de l'air. Voilà, c'est ça, on a vu Valentin Madouas. Il ne faut pas s'entonner, Franck. Attaque, et c'est Franck Bonamour voilà, qui fait le contre. Qui fait le contre, voilà. Qui va tenter à son tour de gagner sur ces terres. Il en est capable, Franck, il en est capable. Voilà, puis un beau démarrage. Dont le papa Yves Bonamour est un des directeurs sportifs du VCP Loudéac. Donc voilà, ça reste, c'est des routes qu'il connaît parfaitement. Lui, le Lagnonnais. Et voilà, il a fait tout de suite l'écart. Et on voit que derrière, donc voilà, c'est le coureur hollandais ouais. qui a pris la chasse. C'est vrai qu'à 2, ça pourrait être beaucoup plus facile. Et derrière, ça réagit pas trop pour le moment. Ça réagit Pascal, pas trop. Qui lui, il n'est pas encore professionnel. Il va passer professionnel l'année prochaine dans l'équipe de l'Auto Jumbo. Et il a signé un contrat de 3 ans qui est relativement rare, puisque normalement un néo-pro signe un contrat de 2 ans. Je pense que l'Auto Jumbo a perçu en lui une pépite. Ils se sont dit on va le faire signer 3 ans, comme ça on l'aura tout de suite. Voilà, tout de suite. Voilà. Et on va le laisser progressivement monter. Vainqueur de la 8e étape du Tour de Normandie cette année. C'est un coureur qui reconnaît bien la France. Et voilà, ils ont l'air de bien s'unir pour s'extirper. Et derrière, on voit qu'il y a un moment de flottement. Hein. On voit que c'est toujours les Colombiens qui... Effectivement, hein, ils sont 2. Je pense qu'ils n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique. Ils ont, voilà, comme on dit tout à l'heure, il faut mieux avoir un coup d'avance qu'un coup de retard. Eux, ils ont un coup de retard et c'est les Français qui ont un coup d'avance. C'est les Français qui ont attaqué. Et à chaque fois qu'un Français attaque, c'est les Colombiens de boucher le trou. Et on voit que voilà, il y a des vitesses, il y a de l'ambition. Et ces deux-là ont encore du jus parce qu'ils sont habitués justement à des étapes plus longues, plus difficiles, plus dures. Effectivement, c'est vrai que c'est des coureurs aguerris. Hein. C'est vrai que sur des petites routes comme ça, c'est avantageux parce que dès que vous prenez tout de suite 10, 15, 20 secondes, comme les routes sont un peu tortueuses, vous êtes rapidement hors de portée de vue de vos poursuivants et ça donne du coup ça favorise votre échappée. Et on voit que derrière ce sont les Polonais qui prennent les choses en main, ils ont envie de réduire l'écart. Ah ouais, ils ont 1 minute, ça peut revenir, à 11 km ça peut encore revenir. Mais on voit que les Polonais, ils sont organisés, ils ne demandent rien à personne, ils ont mis toute l'équipe à l'avant. Ils ont attendu les 15 derniers kilomètres pour faire leur effort, contrairement aux autres équipes qui ont mis 1, 2 coureurs. Les relais pas forcément toujours très francs. Et là, les Polonais, on voit bien que c'est des coureurs qui ont l'habitude de courir sur des grosses courses. Alors pas forcément peser sur les grosses courses, mais au moins voir comment les professionnels mettent en application leur stratégie. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. 57 secondes, 11,02. Et derrière, on a vu, encore, c'est le coureur danois. Et on a vu que c'était encore les Colombiens qui réagissaient et qui sont en route d'observation et qui sont toujours obligés de faire l'effort.
Bon, un coup de retard. Et on le rappelle que cette échappée a compté jusqu'à plus de 4 minutes d'avance. Ah, c'est le Danois, le coureur danois. C'est le coureur danois qui revient au contact. Voilà, un bon rouleur, hein, Casper Asgreen. Champion d'Europe de contre-la-montre, donc on peut dire qu'il va pouvoir bien collaborer avec ses deux autres partenaires d'échappée. Derrière on bouge pas, on ne réagit pas Franck Bonamour encore. a une très bonne pointe de vitesse et on voit que derrière, voilà, on a vu encore un coureur. Il va sans dire que les Français vont pas bouger. C'est vrai qu'on a vu, hein, le Breton, le Alan Rioux et Valentin Madouas. Valentin Madouas qui lui est en équipe de France. Eux derrière ils font de la patinette, hein, ils attendent, ils regardent, ils observent. On peut se douter également que des coureurs qui, comme le Danois, l'Irlandais, eux non plus, hein, on ne joue pas forcément le général, donc ils jouent à qui tout double. On est tombé sous la minute, il reste encore aux coureurs 10 km à parcourir. Voilà, tout le Avant monde passe que bien. ne soit jugée cette première étape du Tour de l'Avenir 2017, ici à Loudéac. Avec un maillot de leader qui n'a pas encore choisi son coureur. Et l'écart qui descend peu à peu, 53 secondes. Ah, je pense que les Polonais derrière, ils se posent pas de questions, hein, ils ne demandent rien à personne. Voilà, on voit bien, ils ont l'habitude de courir ensemble, hein, les trois coureurs avec le vélo orange, et ils font partie de la même équipe, qui ont toute l'année ensemble. Et on voit qu'il y a des automatismes qui sont mis en place. Hein, et le sprinter. On peut le dire, il y a presque un tiers du peloton qui est composé de jeunes coureurs qui ont déjà une expérience du monde professionnel. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui à la fois donne aussi cette différence de niveau, cette différence d'automatisme. Et on voit que voilà, les coureurs professionnels tout de suite c'est calé. Hein, c'est professionnel, c'est-à-dire que voilà, ils savent pourquoi ils courent. Et puis les sélections qui sont composées de plusieurs coureurs d'une même formation, fatalement, comme vous le disiez, les automatismes sont là, les affinités sont là. Et puis les objectifs aussi sont là. Enfin, l'intelligence de course aussi. C'est vrai que quand dans sein d'une sélection, c'est des fois difficile de fédérer tous les coureurs autour d'un même coureur. Notamment lorsqu'on espère passer professionnel. Être obligé de sacrifier pour un coéquipier alors que vous allez ne pas pouvoir avoir votre ouverture ou votre chance, c'est un peu dommage. Donc il y a toujours une petite amertume, une petite retenue, alors que là on voit bien, hein, les coureurs ils sont dans la même équipe, l'ambition c'est de faire gagner leur sprinter. Et on voit que là le coureur danois il remonte sur l'arrivée, une arrivée qui est en faux plat montant, pas forcément toute plate, et qui ralentit un peu l'avance, la progression de ce trio. Alors on va tourner à droite pour aller chercher l'arrivée. Et fatalement, Franck Bonamour, Dossard 1, il rêve de s'imposer ici, sur ces terres. Lui, l'homme des Côtes d'Armor. Il est passé tellement souvent si près ces derniers mois. Et les Polonais toujours à la planche. Un écart qui diminue, hein. 50 secondes à moins de 9 km de l'arrivée. Et on voit que les autres équipes observent. Alors que ça peut aller au bout, il n'y a pas de souci, ça peut aller au bout maintenant. Le reste de l'échappée plafonne à 10 secondes. Et va essayer, elle, pas forcément de revenir sur s'échapper, mais au moins, tout à l'heure je vous l'ai dit. Hein, mais de conserver un petit écart. Voilà, de conserver un petit écart pour le classement général, notamment les Colombiens et Pavel Sivakov, qui eux vont essayer d'arriver avec quelques secondes d'avance, essayer de rapiller ça, et au moins ça bonifiera leurs efforts du jour. Voilà, ça va être tout de suite le dernier passage sur la ligne pour ces trois garçons. Et au prochain tour, ce sera l'arrivée. Voilà, avec Franck Bonamour, qui va sans doute être énormément encouragé par le public breton, massé ici à Loudéac. Avec l'envie, bien sûr, tout à l'heure, de lever les bras.
Et on voit que l'échappée, hein, le reste de l'échappée est pas loin, hein, 10 secondes, 15 secondes quand même, hein, et ils l'ont toujours en point de mire. 43 secondes pour le peloton. Ah, ça va être tendu hein, jusqu'à l'arrivée. Et là on voit que les encouragements... Hein, et là ça aide, fatalement. Ah bah oui, quand vous êtes chez vous, vous êtes breton, vous êtes en équipe de France, vous avez l'opportunité de gagner une étape du Tour de l'Avenir et de porter le maillot jaune à suivre. Et quand on connaît l'attachement du public breton pour le cyclisme. Et là on voit... on sait que fatalement ça compte. De voir passer un coureur sur ces terres avec l'envie de briller. Et voilà l'équipe de France qui est à la manœuvre derrière pour essayer de couper l'effort des Polonais qui mènent la chasse, qui veulent revenir absolument sur les fuyards, qui ont animé la course tout au long de la journée. On vous le rappelle, ils étaient 11 à s'être portés à l'avant. Et puis 3 se sont extraits de ce groupe d'échappés. Et 3 qui vont tenter de se partager la gagne tout à l'heure. On ne se la partage pas la gagne, hein, mais on va se disputer la gagne. Parce que là, il y a un garçon qui voudrait bien, effectivement, on vous l'a dit, Franck Bonamour. Mais il y a quand même dans son sillage de gros clients. Notamment ce Hollandais, Pascal Enkorn. Ah, puis même le Danois, hein, champion d'Europe, oui, contre la montre. C'est des clients, ce sont des clients puissants, c'est une arrivée puissants. C'est pas forcément une arrivée pour pur sprinter en faux plat montant. Il faut un minimum de puissance. Et quand vous êtes un coureur de contre la montre, bah forcément vous l'avez cette puissance. Et on voit que là à l'avant du peloton, c'est pas non plus étiré. Hein, ça se regarde légèrement. C'est ce qui peut permettre sur ces derniers kilomètres à cet échappé d'aller au bout. Et même au reste de l'échappée initiale. Ouais. Alors, de conserver quelques secondes. Ils vont peut-être avoir la tentation de se regarder un petit peu ces 3-là. Très certainement. Ah, ils ont quand même le groupe. Ils ont le peloton à 38 secondes, mais ici le reste de l'échappée à 10 secondes. Hein. 10 secondes, c'est vous retournez, c'est 200 mètres. Donc je pense que ouais, dans les 2 derniers kilomètres, ouais. Mais là ils ont intérêt à garder cette union. Parce que cette question. Voilà, on voit que le peloton, l'écart qui est à 38 secondes, repasse à 39, mais c'est pas grand chose, 40 secondes. Et ça veut dire que derrière ça a temporisé. Et à mon avis, les Polonais ont dû arrêter de rouler. Mais on avait vu que l'équipe de France s'était portée à l'avant justement pour enrayer le rouleau compresseur polonais, pour essayer de freiner justement le retour du peloton. C'est la stratégie qu'on vous exposait tout à l'heure, essayer de couper les relais. Et là, l'équipe de France a bien joué en deuxième rideau au sein de ce peloton, en se portant à l'avant, en réduisant la cadence et en privilégiant bien justement leurs concurrents à l'avant, leurs coéquipiers qui est à l'avant en la personne de Franck Bonamour. Et puis dans le groupe des intercalés, on vous le rappelle, si vous nous rejoignez seulement, il y a toujours Valentin Madouas qui est là. Et le coureur du comité de Bretagne, Alan Rioux, et puis quelques vrais prétendants à la victoire finale sur ce Tour de l'Avenir. On vous parlait tout à l'heure du Colombien. Effectivement, là on voit bien que l'échappée n'est pas très loin, mais si Bernal. Ça rentre, c'est pas très grave, puisque au moins pour l'équipe de France, puisque le coureur Valentin Madouas, lui ne roule pas derrière, il regarde, il observe, il se met dans les roues, il récupère de son effort qu'il a produit, puisque c'est lui qui a attaqué le premier sur le circuit final. Et si ça rentre, il va recontrer aussitôt, peut-être accompagné d'Alan Rioux. Et on voit que devant, c'est l'équipe norvégienne. Il me semble que c'est l'équipe norvégienne. Mais on voit des Français qui sont pas loin, qui veillent au grain, qui sont là justement. Il y a quelques Français qui se sont portés en tête de peloton. Non, là, on a un coureur danois qui est en train de... Ah, je pense pas, non, les coureurs danois, ils sont échappés à l'avant. Je pense que ça doit être c'est les Norvégiens. Ouais. C'est un Norvégien. Qui ont dans leur équipe le champion du monde espoir, hein. Un très très bon sprinter, Alvarsson, Christopher. Qui a très envie de scorer sur ce Tour de l'Avenir. C'est vrai qu'il a été c'est un champion du monde espoir 2016. Il avait gagné le Grand Prix d'Isberg l'année dernière, également une Coupe de France professionnelle devant tout le gratin professionnel français.
Et même s'il n'a pas trop de résultats cette année, il possède encore une bonne pointe de vitesse. Et on voit que l'écart, 3 km 7 de l'arrivée, 36 secondes, ça va être difficile. Si les 3 coureurs à l'avant ne se regardent pas, il n'y a pas de doute, le vainqueur est ici. Faut pas se regarder. Ne pas se regarder, en tout cas ça va peut-être un petit peu temporiser dans le dernier kilomètre pour savoir qui va se porter à l'avant. En tout cas on voit que Franck Bonamour ferme la marche. Pour le moment c'est le coureur danois qui assure le tempo. Ces trois-là auront réussi à s'extraire dans le final. Et derrière, le groupe intercalé est pointé à 10 secondes. Groupe au sein duquel, je vous le disais, il y a de sérieux candidats à la victoire finale, notamment le Colombien Bernal et le Russe Sivakov. Et également 2 représentants français en la personne de Valentin Madouas. Ils sont juste devant, on voit que 10 secondes, c'est, je vous le dis, hein, c'est une 200 mètres. Il ne faut pas qu'ils s'observent. Hein. 2 km 5. Et on regarde derrière. Hein. On regarde derrière, on est un peu inquiet. Alors, on n'est pas inquiet, c'est juste que... Enfin, on est inquiet, oui, forcément, on doute. Mais voilà, ils n'ont pas le droit de s'observer. Hein. Il faut qu'ils donnent tout jusqu'à les 500 mètres. Après... Franck Bonamour, lui, il a l'avantage d'avoir des coéquipiers, enfin un coéquipier à l'arrière du peloton, enfin dans le groupe de derrière. Et donc, il sait que si ça revient, ils n'auront pas tout perdu. À la 28 secondes avec le peloton, à la Tristan Valentin, comme vous le disiez, à la Valentin, alors que voilà, le Danois, ouais, le extrêmement champion du monde, champion d'Europe de contre-la-montre, est parti pour un effort de 2 km. De faire le coup de force. Attention, c'est maintenant qu'il faut réagir tout de suite. Ouais, il faut boucher le trou, là. Il faut boucher le trou parce que sinon c'est parti. Ça va être dur. Bonamour qui a un peu de mal à passer le relais. Ah, ça va être difficile. Hein. Ouais. Il aurait fallu faire l'effort tout de suite. Un rouleur, si vous le laissez prendre 100 mètres, c'est mort. Ouais. Ah, il est bien parti. Bonne giclette, comme on dit. On voit l'effort là, hein. On voit l'attaque. Ça revient, ça revient. Et c'est le Hollandais qui donne le tout pour le tout. On voit que Franck a du mal à rester dans sa roue. Ah, si Franck ne passe pas tout de suite, ça va être peine perdue. On voit que Franck a du mal à passer le relais. Je pense qu'ils vont peut-être boucher, mais le coureur hollandais lui demande pourtant le signe du coude, ça veut dire allez, à toi de jouer. Et forcément, quand le coureur qui est derrière vous ne passe pas, bah vous stoppez votre effort. Hein, Et voilà. Je pense que voilà, ça va être difficile pour les deux coureurs. Je pense que l'attaque a été la bonne. L'attaque a été la bonne. Derrière, on s'observe. Et c'est Casper Asgreen qui a fait le coup de force. Casper Asgreen qui a fait le coup de force. Un coureur sérieux, appliqué, qui a su mettre le dernier effort, le dernier coup de rein à l'amorce des 2 derniers kilomètres. Et il est bien parti pour s'en aller triompher en solitaire. Si derrière on ne revient pas, et j'ai l'impression que derrière on a un peu rendu les armes. Il lui reste moins d'1 kilomètre pour franchir la ligne. Et on voit que derrière, Pascal Enkorn et Franck Bonamour ont été piégés. Mais ces Danois, c'est vrai qu'ils ont fait forte impression tout au long de l'été sur les routes bretonnes. On sent qu'il y a des éléments qui sont particulièrement affûtés. Il y a une jeune génération danoise qui est prête à briller de 1000 feux sur les grandes courses, les grandes classiques, les grands tours. Et Casper Asgreen va se présenter en solitaire après avoir creusé le trou avec ses 2 compagnons d'échappée.
Il est dans l'ultime ligne droite, Kasper Asgreen. Il jette ses dernières forces dans la bataille. Il se retourne pour s'assurer que le trou est fait et bien fait. Merci de faire un maximum de bruit pour Kasper. Et voilà, Kasper Asgreen qui signe sa première victoire sur le Tour de l'Avenir. C'est lui qui tout à l'heure va monter sur la plus haute marche pour une chute à l'arrière dans le peloton. Avec le champion du monde en titre dans la catégorie espoir qui vient prendre. Et Kasper Asgreen donc a signé sa première victoire sur ce Tour de l'Avenir. Il s'est imposé et on voit qu'il y a eu une chute importante et c'est une chute qui implique un coureur de l'équipe de France. J'espère que ça n'a pas été trop violent, que la chute n'a pas été trop forte, mais on s'aperçoit que la course a été très mouvementée sur le final et que le peloton est revenu vraiment sur la fin comme un mort de faim pour avaler donc les derniers échappés, les derniers rescapés de cette échappée qui était partie de Montmatin. On vous le rappelle, elle avait connu 4 minutes 20 d'avance. Elle avait eu compté jusqu'à 4 minutes 20 d'avance. Elle comportait des hommes qui étaient des prétendants sérieux à la victoire finale. Et ces garçons, finalement, ils ont fini par être repris par ce peloton qui a réagi en fin de course, qui est revenu sous l'impulsion notamment des coureurs polonais. On avait vu à un moment donné les coureurs des États-Unis prendre les choses en main, mais c'est vrai que le peloton a tardé à revenir sur les échappés. Il a fallu le coup de force de ce jeune Danois, Kasper Asgreen, qui dans les derniers kilomètres a faussé compagnie à Franck Bonamour et Pascal Encorn pour aller s'imposer sur la ligne d'arrivée. Une belle victoire, ça a été vraiment un beau coup de force de s'imposer, d'arriver à fausser compagnie comme ça à ses deux compagnons d'échappée. En tout cas, il y a eu un retour impressionnant du peloton dans les derniers hectomètres. Il fallait absolument que les écarts soient réduits parce qu'il ne fallait pas aujourd'hui concéder trop de temps. Il y a des équipes aujourd'hui qui ont l'ambition de faire des choses au niveau du général. Et comme le disait Lilian, qui est parti à la rencontre du vainqueur du jour et de nos coureurs bretons sur la ligne d'arrivée, sur ces premières étapes, on qualifiera plus plane. Il s'agit de ne pas perdre trop de temps. On voit qu'il y a l'antenne Valentin Madouas qui est en train de reprendre un petit peu son souffle et surtout de se désaltérer parce qu'il y a eu des efforts fournis en fin de course importants. Et je pense que dans quelques instants, on va retrouver Lilian Jégou sur la ligne d'arrivée aux côtés peut-être de Valentin Madouas ou d'un des coureurs bretons qui se sont mis en lumière aujourd'hui parce qu'on vous le rappelle, ils ont été 3 à être au sein de cette échappée. Il y a eu Franck Bonamour, bien entendu. Il y a eu Valentin Madouas et Alan Rioux sous les couleurs du Comité de Bretagne. Un Comité de Bretagne qui a la chance cette année de participer à cette merveilleuse épreuve qu'est le Tour de l'Avenir. Une épreuve qui révèle chaque année de très très grands coureurs. Jean-Marc ? Et justement, je crois qu'on va retrouver tout de suite Lilian Jégou. Oui, c'est ça, oui, je suis effectivement avec Emmanuel Morin qui lui a été dans le sprint puisqu'il fait le 4e du peloton et donc il rentre dans les 5 premiers. On a vu que l'écart avec le je ne sais pas si Lilian m'entend, mais si Lilian vous m'entendez. Oui, c'est bon pour moi. Oui, donc Manu, une 5e place aujourd'hui. Comment s'est déroulé le final avec le faible écart? Qui c'est qui roulait derrière? Derrière, dans un premier temps, c'est la Pologne qui roulait et ensuite c'était la Norvège. Et j'ai essayé de rester bien placé tout le dernier tour, mais ça frottait beaucoup. Donc, en fait, j'ai lancé de loin et je viens mourir juste derrière le 3e. Donc, c'est un bon début de tour. Donc premier français sur cette première étape. On a vu qu'il y avait une chute. Est-ce que tu peux nous en dire de plus? J'ai pas vu la chute, je suis vraiment resté dans mon sprint jusqu'au bout. Je savais même pas que c'était tombé derrière. Ok, merci. Ouais, je vais essayer de retrouver
Valentin Madouas. Je crois que Lilian va maintenant essayer de nous retrouver Valentin Madouas, qu'on a aperçu tout à l'heure sur la ligne en train de se désaltérer. Mais on l'a vu, la course a été très animée sur la fin. Le peloton avait vraiment envie de revenir. Un peloton que l'on a cru longtemps battu, qui était pointé à 100 km de l'arrivée à plus de 4 minutes 20. Et on va peut-être essayer de retrouver la piste de Valentin Madouas, qui ne doit pas être très loin non plus du protocole. C'est ce que fait Lilian. On revoit la victoire, la très belle victoire de Casper Asgreen, qui s'est imposé en faussant compagnie dans les 2 derniers kilomètres à ses 2 compagnons d'échappée. Il y a eu d'abord 11 hommes qui se sont portés à l'avant, et puis de ces 11 hommes, 3 sont partis encore vers l'avant, ont réussi à s'extraire sur cette toute fin de course. Et Franck Bonamour, qui était sur cette aire ici dans les Côtes d'Armor, avait sans doute l'ambition de faire mieux, mais bon, l'attaque effectivement de Casper Asgreen a été déterminante. Elle a fait très mal aux jambes sur ce circuit qui était malgré tout sélectif, où il y avait beaucoup besoin de relancer. Il y avait besoin de beaucoup relancer sur ce circuit de l'Oudéac, qui était particulièrement spectaculaire sur la fin. On le sait, demain, eh bien, le Tour de l'Avenir va rester, bien sûr, en Bretagne. On y est si bien en Bretagne. Et demain, eh bien, on sera à Inzinzac-le-Christ pour rallier Bignan. 132 km au programme des coureurs. On partira de cette commune qui a vu naître un certain Warren Barguil. Et on vous l'a dit, Warren, il a inscrit son nom au palmarès du Tour de l'Avenir. C'était en 2012. Celui qui a ramené cette année un beau maillot à pois du Tour de Bretagne. On va écouter par contre tout de suite Lilian, qui doit se retrouver tout de suite avec Valentin Madouas. Alors Valentin, une première étape qui est partie tambour battant, parce que vous êtes parti dès les premiers kilomètres. Vous avez 4 minutes. Comment s'est déroulé l'échappée devant? Ouais, on a eu c'est parti dans le premier grimpeur et ça a bien cassé. J'ai vu qu'il y avait des favoris pour le général qui étaient placés, donc je savais que ça allait être compliqué pour l'étape, parce qu'il n'y aurait pas eu justement que les équipes de sprinters à pouvoir rouler derrière. Donc malheureusement, voilà, l'écart est monté vraiment très haut et on s'est dit pourquoi pas. Puis en fait, voilà, dans le final, c'est rentré, et puis ensuite voilà, on a essayé de courir chacun de notre tour avec Franck. On est tombé sur un Danois très fort, même si je pense que physiquement, je pense qu'on devait être presque les 2 plus forts avec Franck. Et bon, voilà, c'est comme ça. On n'a pas, voilà, il nous a manqué un peu de réussite, je pense, dans le final. Vous y avez cru quand l'écart est monté à 4 minutes? Vous pensiez que vous alliez pouvoir garder un maximum d'écart pour le général? Ouais, je pensais que ça allait vraiment pouvoir vraiment garder l'écart, parce que voilà, 4 minutes sur une course comme ça, mais bon, voilà, je savais très bien qu'il y avait des équipes qui allaient rouler derrière, et puis avec le vent de face pour revenir sur le circuit, ça nous a vraiment désavantagés. Mais voilà, on a joué, et puis bon, on n'a pas gagné cette fois-ci, mais on retentera demain et les autres jours, je pense. Donc aujourd'hui, tu t'emportes du maillot du meilleur grimpeur, un maillot que tu comptes garder? Voilà, pas forcément. Je me suis dit sur l'étape, sachant que j'ai été placé dans le premier grimpeur, je me suis dit voilà, autant que j'essaie de le faire pour pouvoir monter sur le podium, c'est toujours bien pour l'équipe et pour moi de monter sur le podium de ce genre de course. Okay, on a vu que tu as réussi quand même à faire le sprint, tu finis 15e il me semble. Est-ce que il y avait une chute dans le peloton? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Non, moi je sais pas, moi je suis sorti justement, j'étais toujours dans l'échappée, je suis sorti à 2 km et voilà, j'étais 2e jusqu'à 25 mètres de la ligne, et ils m'ont passé vraiment sur la ligne les 15e, enfin là le peloton, donc pour moi c'est vraiment décevant, mais bon, c'est comme ça, on retentera les autres jours. On la suite du programme pour ce soir? Ouais, ça va rentrer, on va faire massage et puis on va manger et se coucher tôt, je pense, après une telle journée. Voilà, c'est sur cette interview de Valentin Madouas, déçu, mais qui a été aujourd'hui à l'avant que se referme cette première étape du Tour de l'Avenir 2017, qui était à l'Oudéac aujourd'hui, qui sera demain à Inzinzac-le-Christ, la patrie de Warren Barguil. On se retrouve demain à partir de 15h15 pour vous faire vivre en direct la 2e étape du Tour de l'Avenir. Bonne soirée.